ma présentation va être sur un outil de décision qui a été développé dans le cadre d'une thèse de doctorat avec mon étudiant José Mourinho. Et au début, je vais commencer par présenter l'idée qui est derrière tout ça, la motivation, et puis les éléments mathématiques derrière l'outil. Et ensuite, je vais terminer avec la présentation de l'outil et en tant que tel, voir ce qu'il est capable de faire et aussi voir les perspectives qu'on a pour ce travail-là. Alors, ce travail a été réalisé en collaboration avec d'autres chercheurs, notamment en Colombie et à l'Université Cornell, où j'ai fait mon postdoctorat. Et comme je l'ai dit, c'est principalement le travail de José Mourinho et thèse de doctorat qui a été présentée à l'Université Los Angeles en Colombie en 2018. Alors, et comme vous le savez, aujourd'hui, l'électricité fait partie de la vie de tous les jours. Et on ne peut pas imaginer un retour en arrière où il n'y aurait pas d'électricité parce que nous faisons pratiquement tout ou une bonne partie de toutes nos tâches quotidiennes avec l'électricité. Alors, comme vous le savez aussi, il y a de plus en plus de préoccupations par rapport à l'empreinte carbone de tous les secteurs de l'économie, notamment, bien sûr, le secteur de l'électricité aussi. Donc, il y a une prise de conscience de l'impact qu'a tous les secteurs de l'économie sur l'environnement. Et on réfléchit de plus en plus depuis des décennies à l'intégration de plus d'énergie renouvelable dans les réseaux de production d'électricité. Alors, quand on parle de production d'électricité, il s'agit avant tout d'un problème de planification. Pourquoi? Parce que pour pouvoir amener l'électricité de là où elle est produite jusqu'à votre maison ou ce qu'on appelle techniquement des centres de distribution, ça prend une planification. Donc, on doit planifier, par exemple, de la quantité qu'on doit produire, de la quantité et quand produire et aussi l'utilisation des ressources, comment utiliser de la meilleure façon possible les ressources dont on dispose. Et dépendamment de l'objectif, ce problème de planification peut être fait sur plusieurs années. Dans le cas qui nous concerne, on parle de entre 5 et 15 ans, ou bien ça peut être aussi sur un horizon d'une année ou d'un mois, etc. Alors, ces problèmes-là sont difficiles à résoudre. Pourquoi? Parce qu'on évolue dans un contexte d'incertitude pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs paramètres de ces problèmes qui sont incertains, qu'on ne connaît pas avec certitude, qu'on doit essayer de prévoir. Et vous pouvez imaginer que lorsque l'on introduit alors, des ressources renouvelables qui sont connues pour être très difficiles à être modélisées à cause de leur nature intermittente, alors ça devient de plus en plus difficile de planifier les problèmes d'opération de ces systèmes. Et d'autres problèmes aussi qu'on a avec ça, parce que quand on travaille avec l'incertitude, en général, ce qu'on fait, on essaie de considérer un certain nombre de scénarios qu'on pense représentent assez bien la réalité. Alors, pour résoudre ce genre de problème, il nous faut des ressources informatiques, des ordinateurs. Les ordinateurs ont des capacités. Les ordinateurs ont des capacités de mémoire, ils ont des capacités de stockage, ils ont des capacités de vitesse. Donc, ce qui fait aussi, et on doit considérer les ressources informatiques dont on dispose pour savoir jusqu'à quelle résolution on peut aller. En général, pour contourner ce genre de problème, on utilise des modèles qui ont des résolutions assez faibles. Ce que ça veut dire, on discrétise le problème en des pas de temps assez grossiers afin de pouvoir trouver une solution dans un temps raisonnable. Alors, si on veut introduire les énergies renouvelables dans ce genre de problème, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on sait très bien que les ressources renouvelables, par exemple, si on travaille avec l'énergie éolienne, la vitesse du vent varie beaucoup, beaucoup d'une période à l'autre. Donc, ce qui fait, il faut une représentation assez appropriée de l'incertitude dans ce genre de problème afin de pouvoir minimiser les risques et d'avoir un déficit d'énergie. Ce que ça veut dire, d'avoir une différence entre la quantité d'énergie qu'on produit, qu'on a planifié de produire, et la quantité qui est demandée. Alors, dans ce travail, la motivation principale, c'est que ce qu'on voulait regarder, c'est surtout, tout d'abord,
considérer une modélisation appropriée des énergies renouvelables qu'on va introduire dans le système, dépendamment du type, et aussi de regarder les potentielles conséquences que pourraient avoir des scénarios extrêmes sur la planification si on ne les considère pas bien. Par exemple, et dans ce graphique que vous voyez ici, vous voyez, par exemple, trois trajectoires de vitesse du vent et dans les environs du système qu'on a étudié en Colombie pour trois types de situations. Une situation qui est tout à fait normale, une situation du phénomène El Niño et aussi du phénomène El Niña, qui sont des perturbations atmosphériques qui créent beaucoup de variations de la vitesse du vent. Vous voyez très bien que le profil de la vitesse du vent varie dépendamment des conditions climatiques qu'on a. Donc, ce qui fait qu'on a compris qu'il est assez important d'utiliser une modélisation assez fidèle qui considère ce genre de situations extrêmes dans la planification afin de pouvoir produire des solutions qui fonctionnent dans la réalité. Troisième préoccupation aussi qu'on avait, c'est que certaines fois, on doit travailler avec plusieurs sources d'énergie. Par exemple, nous, on voulait considérer un portefeuille d'énergie comprenant de l'hydroélectricité, comprenant aussi des génératrices thermiques, comprenant de l'énergie éolienne. Donc, on voulait travailler avec plusieurs sources d'énergie dans le système. Le système qu'on a étudié à la base, qu'on peut modifier aussi dans l'outil, c'est tout d'abord un système principalement hydroélectrique. Par exemple, c'est comme le cas du Canada où la plus grande partie de l'électricité est produite à base d'eau. Donc, on envoie de l'eau dans des turbines et ces turbines-là, on les font tourner des alternateurs qui produisent de l'électricité. Dans les systèmes qu'on a considérés aussi, on peut introduire des systèmes thermiques. Et aussi, on peut introduire de l'énergie éolienne, comme je vais le présenter tout à l'heure. Et on peut utiliser aussi des batteries, parce que parfois, ce qui arrive lorsqu'on introduit, par exemple, de l'énergie éolienne dans le système, il y a tellement de variations. Mais une stratégie que plusieurs chercheurs ont considérée, c'est de considérer des batteries pour pouvoir stocker de l'électricité. Quand il y a du vent, par exemple, on peut produire de l'énergie à partir du vent. Et quand il n'y en a pas, on utilise l'énergie qu'on a stockée dans les batteries pour pouvoir les utiliser en fonction des besoins. Donc, on veut considérer plusieurs scénarios de sources d'électricité. Autre chose assez importante aussi, par exemple, ici sur ce graphique, ce que vous pouvez regarder, c'est qu'on a une période ici, c'est un mois. Et on a plusieurs scénarios réels de vitesse du vent qu'on a observé dans les environnements du réseau colombien. C'est que ce que vous pouvez voir à l'intérieur de moi, la vitesse du vent varie beaucoup, par exemple, sur une période d'une journée. Ce que ça veut dire, si parce qu'on veut minimiser les ressources informatiques qu'on utilise, on veut travailler, par exemple, avec une seule prévision pour une journée, ce que vous voyez, il va y avoir quand même beaucoup d'erreurs parce que le vent varie trop et sur une période de 24 heures. Donc, ce que ça veut dire, que pour certaines ressources, on pourrait considérer une seule prévision pour une journée, mais si on veut introduire le vent dans le système, alors il faut travailler avec une modélisation beaucoup plus fine afin de prendre en considération ces variations assez importantes. Okay. Par exemple, ici, on a une représentation de ce qu'on imagine comme système hybride qu'on peut avoir. Par exemple, le H, c'est pour hydroélectrique. Donc, on peut utiliser l'eau pour produire l'électricité. On peut utiliser l'énergie thermique, mais aussi on peut utiliser le vent quand il est disponible. Et ce qu'on peut faire avec le vent, donc on peut utiliser directement dans le système ou bien on peut le stocker dans des batteries et l'utiliser après, comme je l'ai dit. Alors, donc, la principale motivation de ce travail qui a conduit à l'élaboration de cet outil, c'est de produire un outil qui permet de gérer de manière efficace les systèmes hydroélectriques et surtout un outil qui prenne en considération la variabilité des ressources éoliennes qu'on veut introduire dans le système. Alors, de façon conceptuelle, un problème de production d'électricité ou bien un problème de gestion de réseau d'électricité peut être considéré comme un graphe. Donc, par exemple, ici, j'ai un schéma d'un réseau électrique. Ce n'est pas le mien, c'est un schéma typique et qu'on utilise pour des tests.
Euh, OK, donc on va considérer que on a des nœuds dans le système, ce qu'on appelle techniquement des nœuds, où ce que ça peut représenter une région, ça peut représenter une ville, ça peut représenter un secteur. Et dans chaque nœud, ce que vous avez, par exemple, vous avez une certaine demande d'électricité à certaines périodes. Okay. Et vous avez aussi une capacité de production. Et pour produire l'électricité, on considère, dans le système qui nous intéresse, qu'on a on a des réservoirs, c'est-à-dire on peut stocker l'eau et utiliser l'eau pour produire l'électricité, mais aussi on a des génératrices qui utilisent du carburant, ok, et on peut avoir des parcs éoliennes et ainsi que des batteries dans le système pour stocker de l'énergie. Donc l'objectif, c'est que vous avez un problème de planification qui est sur un une période donnée, donc qu'on appelle T. Donc, cette période, ça peut être un mois dépendamment du problème, ça peut être une semaine, ça peut être une année, ça peut être 3 ans, 5 ans, dépendamment de l'objectif de ce que vous voulez accomplir. Donc, dans les cas qu'on a regardé, comme je l'ai dit avant, donc on a regardé des cas de 5 jusqu'à 15 ans, c'est plutôt des problèmes à long terme. Mais ça n'empêche que dans l'outil qu'on a utilisé, on peut l'utiliser pour des problèmes d'une année, pour des problèmes aussi d'un mois, d'une semaine, ça peut fonctionner très bien. Alors, pour faire la différence, par exemple, entre l'eau, qui est une ressource quand même incertaine, mais pas aussi variable que la vitesse du vent. Mais par exemple, pour chaque période qui peut, dans notre cas, on a pris un mois pour chaque période. Ce qu'on va faire, on va diviser chaque période en pas de temps un peu plus fin, par exemple des heures, afin de pouvoir prendre en considération la variabilité du vent. Okay? Et puis ensuite, on va, pour les autres paramètres incertains du système, on va utiliser des scénarios qu'on trouve dans les données du passé. Okay? Donc, on imagine qu'on a un ensemble de données du passé qu'on peut utiliser pour pouvoir construire des scénarios. Ou bien, si on n'a pas suffisamment de données historiques, on peut aussi, et l'outil qu'on propose permet aussi d'utiliser des données simulées en supposant que les paramètres incertains suivent des distributions de probabilité. Donc, on a ces deux options-là. Donc, de façon mathématique, ce qui nous intéresse, c'est que, bon, j'ai beaucoup d'équations ici, mais en réalité, l'idée, elle est simple. C'est qu'on veut produire de l'électricité à partir de plusieurs sources pour satisfaire une demande. Donc, produire de l'électricité, ce n'est pas pour la mettre dans un stock, mais c'est pour satisfaire une demande. Okay? Alors, pour produire cette électricité-là, on doit, et ça coûte des sous, hein, ça coûte des sous. Donc, ce qu'on veut faire en tant que décideur, on veut produire la quantité d'électricité dont on a besoin au moindre coût. Donc, en mathématiques, donc on dit que c'est un problème de minimisation. Et étant donné qu'on ne connaît pas tout, hein, on ne maîtrise pas l'environnement dans lequel on évolue à 100%, donc il y a de l'incertitude. Donc, mathématiquement, on dit qu'on travaille avec l'espérance. Ce que ça veut dire, on regarde un ensemble de scénarios possibles et on essaie de trouver une stratégie d'utilisation, de production qui nous permet de minimiser un certain coût moyen. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on a? On représente de façon mathématique dans ce qu'on appelle un modèle mathématique, la dynamique du système. Donc, tout d'abord, ce qui est important de ce genre de problème, c'est ce qu'on appelle les équations d'évolution du stock d'eau que vous avez. Parce que les barrages ont des limites. Et il y a aussi parfois, généralement, on doit garder le niveau des barrages dans des limites assez fixes qui sont déterminées par la loi et aussi pour des raisons opérationnelles parce qu'on utilise l'eau pour faire autre chose que produire l'électricité. On a des limites. Donc, quand vous avez de l'eau dans le système et puis vous avez de l'accumulation, par exemple, la fonte de la neige, vous avez aussi, vous utilisez une partie pour produire l'électricité. Ce que ça fait, si on considère une certaine période, l'eau que vous avez au début, ce n'est pas la même à la fin. Donc, ce qu'on regarde ici, donc on suppose qu'on utilise une certaine quantité, il y avait un certain stock d'eau disponible avant. Donc, cette équation-là nous dit comment le volume d'eau dans les barrages progresse sur le temps. Okay? Donc, ensuite aussi, on a des batteries dans le système. Donc, les batteries, comme je l'ai dit, on peut utiliser dans notre modèle
de l'énergie provenant du réseau pour pouvoir stocker dans les batteries, ou bien on peut utiliser l'énergie qui éolienne, par exemple. Donc, on stocke ces énergies-là dans des batteries et on peut décider par la suite quelle quantité on doit utiliser si, par exemple, il y a un déficit d'énergie dans le système. Donc, on peut soutirer de l'énergie dans les batteries pour l'envoyer dans le système. Et tout comme aussi, on peut décider pour des raisons stratégiques de stocker de l'énergie dans les batteries. Donc, ce que ça fait, ça nous dit qu'il y a une certaine logique, et dans l'évolution de la situation. Et puis, par exemple, et quelque chose qui est extrêmement important aussi dans ce genre de système, ce sont des systèmes mécaniques qui fonctionnent selon des lois physiques. Alors, à chaque période, il y a une loi fondamentale qu'on appelle la loi de Kirchhoff qui nous dit que la quantité et l'offre et la demande d'électricité doivent être égales pour des questions techniques, pour éviter des fluctuations de voltage, pour toutes sortes de raisons, etc. etc. Alors, ici, c'est ce qui nous intéresse, principalement parce que lorsqu'on introduit des ressources assez incertaines comme l'énergie éolienne, alors ça devient beaucoup plus difficile d'avoir un équilibre à chaque période entre l'offre et la demande d'électricité. Et puis, il y a d'autres contraintes physiques qu'on considère, comme par exemple, s'il y a des gens qui s'y connaissent en électricité et ce qu'on appelle les équations de flot de puissance dans le système, tout ça, on peut le considérer. Et puis, toute autre caractéristique physique qu'on peut introduire dans le système, alors c'est aussi possible. Alors, de façon... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec quand on a toutes ces équations-là? Ben, si vous voulez trouver une solution, la solution, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, à chaque période, vous voulez avoir un plan. Vous voulez avoir un plan ou techniquement, on l'appelle un calendrier. Donc, vous savez, si vous travaillez avec des mois ou bien avec des semaines, à chaque semaine, quelle quantité d'électricité que vous devez produire, quelle quantité d'électricité que vous devez stocker, quelle quantité d'eau vous allez utiliser des barrages, quelle quantité d'eau vous allez laisser dans les barrages pour le futur, etc. Donc, pour faire tout ça, on a besoin d'une stratégie mathématique pour pouvoir le résoudre. Donc, ici, il y a deux niveaux. Il y a les mathématiques, mais ensuite, il y a aussi, comme j'avais mentionné au début, des ressources informatiques pour pouvoir, parce que ce n'est pas des problèmes qu'on peut résoudre à la main, donc on a besoin de ressources informatiques. Alors, il y a plusieurs stratégies proposées dans la littérature pour résoudre ce genre de problèmes, mais la plus populaire est basée sur ce qu'on appelle une technique de programmation dynamique en mathématiques qui est facile à comprendre, assez élégante, mais compliquée à utiliser dans la réalité. Donc, la programmation dynamique nous dit, OK, de façon rapide, mais si vous avez des ressources dans le système que vous devez utiliser sur un certain nombre de périodes, mais une des stratégies que vous pouvez considérer, c'est que vous vous demandez quel est le compromis que vous devez faire entre l'utilisation des ressources pour satisfaire les besoins immédiats et la quantité de ressources que vous devez utiliser et laisser dans le système pour l'utilisation future. Ce qui fait sens, ce qui est très logique. Et en général, quand on fait des planifications dans nos vies, c'est comme ça qu'on fait. On regarde quels sont les besoins immédiats aujourd'hui, mais quels sont les besoins aussi pour le futur et quel est le meilleur compromis entre les deux. Donc, la programmation dynamique résonne de cette façon-là. Le seul problème avec la programmation dynamique de façon mathématique, c'est très difficile à utiliser pour des raisons assez techniques. Bon, il y a des chercheurs brésiliens qui avaient proposé vers les années 80, donc 85, 89 et 91, un algorithme qu'on appelle SDDP qui est très populaire et je pense que c'est l'algorithme le plus populaire pour la résolution des problèmes de gestion de barrage. Donc, c'est une stratégie de pouvoir faire face aux difficultés de la programmation dynamique. Donc, on a utilisé cet algorithme-là dans le système. Donc, l'outil qu'on a développé est basé sur l'algorithme SDDP pour les gens qui travaillent sur les problèmes de barrage. OK. Alors, donc, ça, c'est des questions techniques parce que globalement, pour vous donner une idée, ce que ça fait, c'est que puisque ici, c'est ce qu'on regarde, donc besoin immédiat plus besoin futur. On peut toujours supposer que pour aujourd'hui, si on prend une décision pour aujourd'hui, on connaît tous les paramètres du système. Ce n'est pas exactement vrai, mais c'est une hypothèse qui pourrait passer. Toutefois, si on regarde dans le futur, ben là, on sait très bien que là, on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est une façon mathématique de trouver une certaine approximation des coûts que vous devez encourir dans le futur. Okay. Alors, donc, on met tout ça on utilise cet algorithme-là pour pouvoir travailler avec ce modèle. Et puis, ce qui est aussi distinct dans notre système, c'est
on considère plusieurs versions du problème. Parce que et vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont des preneurs de risques. Donc, il y a des gens qui n'ont aucun problème pour prendre des risques, même si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, mais ils espèrent que demain, ça peut fonctionner. En anglais, on appelle ça des risk takers. Donc, c'est des preneurs de risques. Il y a des gens qui sont un peu plus réticents par rapport à ça, qui peuvent prendre un certain niveau de risque, mais qui ne veulent pas prendre trop de risques non plus. Alors, donc, dans le système qu'on propose, donc le système permet de considérer ce qu'on appelle le profil de risque du décideur. Donc, on peut travailler avec un décideur qui n'a aucun problème pour prendre des risques. C'est la version classique de l'algorithme qui a été proposé. Ou bien, on peut considérer divers profils de risque dans le système, ce qui permet d'éviter des coups arbitraires si jamais on a des scénarios alors extrêmes. Donc, tout ça, c'est la première partie du travail. Et puis ensuite, ce qui est pratiquement innovant dans ce qu'on propose, c'est la façon de modéliser les ressources et les ressources renouvelables afin de prendre en considération leur nature intermittente. Donc, on propose une modélisation avec des pas de temps quand même assez fins pour pouvoir représenter le plus fidèlement possible la dynamique des ressources, par exemple du vent et du soleil aussi. Et on utilise des propositions, des méthodes qui existent dans la littérature pour ce faire. Okay. Alors, finalement, pour la grande partie du travail, c'est qu'on a passé beaucoup de temps ici à regarder la question du potentiel de différence, de déficit d'énergie. Parce que comme je l'ai dit avant, pour des questions physiques, alors on doit en tout temps avoir un équilibre entre la production d'électricité et l'utilisation de l'électricité. Donc, ce qu'on appelle un équilibre entre l'offre et la demande. Il y a plusieurs stratégies qui ont été proposées dans la littérature. Par exemple, on considère un modèle de probabilité théorique. Ce qui arrive, c'est que parfois, les modèles de probabilité théorique qu'on utilise ne cadrent pas trop avec la réalité. Donc, dans l'outil qu'on propose, on a plusieurs options pour pouvoir s'assurer qu'on se dit, l'idée, elle est simple. Si vous voulez être sûr qu'il y a un équilibre entre la quantité d'énergie que vous produisez à chaque période et la quantité qui est utilisée, mais ce que ça veut dire, vous devez avoir un certain contrôle sur l'incertitude. Parce qu'on a du vent dans le système et ensuite on va introduire de la biomasse ainsi que d'autres ressources aléatoires. Alors, on ne peut pas être sûr à 100%. C'est impossible d'être sûr à 100% quand vous travaillez en contexte d'incertitude. La seule chose, on se dit, on peut trouver des stratégies quand même pour avoir un certain niveau de certitude, un certain niveau par rapport au risque d'avoir ce déséquilibre. Donc, c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on cherche un certain équilibre entre l'offre et la demande avec un certain niveau de probabilité qu'on veut essayer de pouvoir contrôler. Donc, on avait commencé avec un premier volet où on fait comme on fait dans la littérature. On suppose qu'il y a des lois de probabilité et aussi des distributions de probabilité qu'on peut utiliser. Et ça aussi, on l'introduit dans le système. Donc, ce que ça fait ici, si vous voyez, c'est la dernière composante du système, c'est que, on transforme cette idée-là, on veut une certaine probabilité d'équilibre entre l'offre et la demande, on le traduit avec une certaine équation mathématique en considérant des distributions théoriques. Donc, globalement, voilà un résumé du système. Donc, on a un problème d'opération, de gestion de production d'électricité. On a un certain algorithme qu'on utilise et ce qu'on cherche, c'est un compromis entre le présent et le futur. Et on regarde on a une adaptation particulière dans l'outil par rapport au risque de déséquilibre et à court terme entre l'offre et la demande. Et pour ce faire, on trouve une stratégie. La première qu'on utilise, c'est de trouver une certaine formulation analytique pour pouvoir représenter ça. Donc, on met tout ça dans les équations. On utilise un programme informatique et puis on résout le problème pour voir ce que ça donne. Donc, on a fait des tests au début avec ça. On a considéré, comme je l'ai dit, on a travaillé principalement sur le système colombien, mais cet outil-là peut être utilisé par n'importe quel système où on a des barrages et des générateurs au diesel et on veut introduire de l'éolienne, etc. Donc, c'est assez flexible. Donc, on a considéré le système colombien comme notre cas test particulier et aussi on a regardé certains scénarios. Alors, je dois dire que ce projet-là a été financé par une compagnie privée qui voulait analyser la situation énergétique de la Colombie pour pouvoir décider
d'investir dans des parcs éoliens ainsi que des batteries. Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi ce système-là. C'était le focus du travail. Alors, donc, quand on met tout ça dans le système, ben, ça peut nous donner un profil, par exemple, de l'évolution des stocks d'eau, donc des barrages, et sur le nombre de périodes qu'on veut, en considérant plusieurs scénarios. Comme je l'avais mentionné au début, est-ce qu'on est un décideur avec un profil de risque quand même assez élevé, ou bien on ne veut pas prendre de risques. Aussi, est-ce qu'on veut utiliser l'algorithme de base SDDP qui a été proposé dans les années 89, 85, 91, etc. Donc, il y a cette possibilité-là, ou bien on veut introduire le niveau de risque. Ensuite, ce que ça permet de faire, par exemple, on peut regarder les coûts marginaux. Qu'est-ce que ça coûte pour chaque unité d'électricité que l'on produit en fonction du profil de risque du décideur. Okay? Donc, vous voyez, ici, on a le coût, il est pas le même, dépendamment si vous voulez prendre des risques ou pas. Ce qui est quand même assez intuitif. Parfois, si vous êtes une personne très conservatrice, donc vous voulez être sûr, mais si vous voulez être sûr, il y a un coût pour ça, mais c'est que vous devez payer pour ça. Ce qui fait quand même beaucoup de sens. Et puis ensuite, on peut faire des analyses pour chaque sous-système, par exemple pour une région en particulier, pour une ville, ou bien aussi on peut faire des analyses pour un groupe de régions, etc., en considérant plusieurs. Et aussi, on peut introduire aussi dans le système des scénarios où l'on veut avoir de l'expansion, c'est-à-dire est-ce qu'on veut mettre plus de génératrices, est-ce qu'on veut investir dans des batteries, est-ce qu'on veut investir dans de l'énergie éolienne, etc., etc. Donc, ça vous donne une situation du coût marginal en fonction du scénario que vous avez. Et aussi, on peut avoir un profil de l'utilisation des batteries. Quand est-ce qu'il est plus stratégique d'utiliser les batteries? Quand il est plus stratégique de stocker de l'énergie dans les batteries pour le futur. Et aussi, ça permet de faire des analyses un peu plus fines par rapport à l'impact de l'introduction de l'énergie éolienne dans le système pour voir comment ça influe sur le niveau des réservoirs et aussi en termes de coûts, qu'est-ce qui arrive. Et aussi, on peut faire des analyses aussi en fonction du profil de l'investisseur et du décideur. Par exemple, quel est le niveau de risque? Ici, ce qu'on regarde aussi, c'est la variation. Okay. C'est la variation de l'utilisation de l'énergie éolienne en fonction du profil de risque du décideur. Est-ce que vous voulez... Par exemple, ici, ce graphique-là est assez intuitif. Il vous dit, ben, si vous voulez prendre plus de risques, ça veut dire vous voulez avoir une certaine... vous voulez limiter votre certitude par rapport au déséquilibre dans le système, mais ce que ça veut dire, vous allez prendre plus de risques, vous allez utiliser plus d'énergie éolienne qui est très incertaine. Mais si vous voulez être vraiment, vraiment certain, ben, pratiquement, ce que vous allez faire, vous allez utiliser une fraction de ce qui serait potentiellement disponible parce que vous voulez éviter des risques dans le système, etc. Okay. Alors, ensuite, on a ajouté d'autres scénarios pour dans l'outil, c'est l'introduction des panneaux solaires. Et pour les panneaux solaires, on a considéré plusieurs cas. Vous pouvez avoir des panneaux solaires utilisés, par exemple, dans des maisons. Donc, c'est de petits panneaux solaires, ou bien vous pouvez avoir des panneaux solaires utilisés pour des régions. Donc, dans le système, la dynamique de tout ça, la modélisation et tous les éléments physiques et tous les éléments techniques sont considérés dépendamment du type de panneau solaire que vous avez. Donc, mais c'est possible d'introduire les deux, soit pour des maisons, soit pour une ville, soit un parc solaire. Tout ça, c'est pris en compte et puis on utilise des équations classiques pour pouvoir le faire. Alors, et pour le solaire aussi, on utilise une modélisation assez fine. Par exemple, si on travaille avec des pas de temps de mois, donc on fait la modélisation pour chaque heure pour voir comment évolue le profil solaire. Et puis ensuite, on considère des choses techniques comme par exemple l'irradiance, etc., pour pouvoir déterminer, pour avoir une estimation de la quantité d'énergie solaire que vous pouvez espérer à chaque heure et aussi pendant le mois. Et puis, troisième et dernier élément qu'on a introduit, qu'on a dans le système qu'on a proposé, c'est la biomasse. Donc, on peut aussi introduire la biomasse, et peut-être si vous le savez, on peut utiliser la biomasse, par exemple, on peut brûler de la biomasse pour produire de l'électricité directement, ou bien on peut utiliser la biomasse pour chauffer des brûleurs, et les brûleurs vont être utilisés pour produire de l'énergie. Donc, tout ça aussi, on l'a introduit à la fin dans le système. Okay? Et
et on a toujours les mêmes équations, etc., etc. L'évolution, on voit comment, par exemple, si vous avez une certaine quantité de masse, comment ça évolue, en utilisant des équations classiques et aussi l'utilisation que vous faites de la biomasse, est-ce que vous utilisez, comment vous l'utilisez et la dynamique sur le temps. Alors, on va arriver à la partie qui nous intéressait le plus. Comme je l'ai dit au début, on a travaillé avec des modélisations assez théoriques et maintenant on se dit qu'on veut laisser de côté la modélisation et des distributions de probabilité sur la vitesse du vent, sur aussi le solaire, l'irradiance, etc. Imaginons qu'on est dans un système qui fonctionne depuis des années, qui a généré un grand nombre de données. Donc, ce qu'on peut faire, on peut toujours travailler avec les données pour pouvoir trouver le meilleur compromis, sachant que tout ce qu'on veut, on veut fixer le niveau de certitude qu'on a sur les potentiels, les équilibres entre la production et l'utilisation de l'énergie. On a regardé plusieurs possibilités qui sont aussi disponibles dans l'outil qu'on a développé d'introduction de ça en utilisant des données. Alors, on a utilisé des concepts disponibles dans la littérature. Par exemple, il y a un concept qui s'appelle le concept de P-efficient point. C'est un concept de probabilité, mais qu'on peut utiliser avec des données réelles ou bien avec des distributions théoriques pour pouvoir construire ce qu'on appelle un ensemble incertain. Ce que ça dit, c'est qu'on sait que la différence entre la production et l'utilisation de l'énergie, c'est un nombre en réalité. C'est un nombre. Donc, puisqu'on a de l'énergie éolienne, on a de l'énergie solaire dans le système qui sont incertaines, c'est-à-dire cette quantité-là, on ne la connaît pas avec certitude. Donc, elle peut varier et ce qu'on suppose, c'est que la variation, par exemple ici, ce qu'on appelle dans une réflexion de programmation robuste, cette variation-là, on peut essayer de la borner dans un certain intervalle. Et dans l'optimisation robuste, il y a plusieurs façons de faire cette considération. Je dis, OK, je ne connais pas la valeur que je cherche, mais je vais supposer que la valeur que je cherche, par exemple ici, varie dans un ellipse. Il y a plusieurs raisons mathématiques de faire cette hypothèse-là, mais certaines fois, ça peut ne pas fonctionner aussi. Okay? Donc, on va supposer que, OK, voilà, c'est ça. Et puis, on fait un certain nombre de développements mathématiques pour trouver une équation qui traduit la probabilité du décideur, la probabilité que le décideur veut avoir concernant la certitude sur ce qui peut être espéré entre décalage entre ce qu'on produit et ce qui va être utilisé. Ça, c'est une première approche qu'on appelle une approche par optimisation robuste et qui est basée uniquement, donc on utilise les données historiques pour pouvoir construire cet ensemble-là. Donc, on va borner la différence entre l'offre et la demande dans un certain ensemble qu'on va essayer de construire avec les données historiques. La deuxième approche ici, c'est aussi une approche assez technique, mais qui est basée sur les données qu'on a pour construire ce qu'on appelle un ensemble de points efficients. Alors, ici, c'est un peu plus sophistiqué, ça a pris énormément d'efforts de recherche pour pouvoir comprendre alors, le fonctionnement de ces genres d'ensemble. Mais récemment, il y a certains mathématiciens quand même assez solides qui ont fait des travaux extrêmement avancés qui ont permis plus ou moins de cerner ce problème-là. Donc, on a fait une recension de ces travaux-là et on a trouvé des travaux assez importants, assez précis qu'on a introduits dans le système. Et présentement, donc, le système permet, si on veut travailler avec les données pour pouvoir borner la différence entre la production et l'utilisation de l'énergie, soit d'utiliser l'approche qu'on appelle l'approche de P-efficient points en anglais, ou bien d'utiliser une approche d'optimisation robuste. Alors, l'approche d'optimisation robuste, c'est vraiment pour les gens qui sont un peu plus, qui veulent pas prendre plus de risques que ça. Ce que ça veut dire, on regarde, OK, mais qu'est-ce que ça serait le pire scénario? Donc, on planifie pour le pire scénario, sachant que c'est ce qui ne peut pas arriver. Donc, c'est une façon de se prémunir contre l'incertitude. On se dit, si je suis capable de planifier pour le pire scénario, qu'est-ce qui va arriver? Quel que soit le scénario qui arrive, ça va fonctionner. Le risque de ça, c'est qu'on sait que le pire scénario ne va pas arriver tout le temps dans la réalité. Alors, on va devoir
payer, assumer des coûts pour ça, parce qu'on veut être certain, et quand on veut être certain, ben, ça prend plus de coûts. Donc, on offre la flexibilité aux décideurs de choisir qu'est-ce qu'ils veulent, mais aussi l'outil permet de voir, OK, de faire la comparaison entre les différentes approches pour voir, OK, et en fonction des résultats, voilà ce que je suis prêt à utiliser, voilà ce qui fait sens. Donc, on a testé les deux approches aussi et sur le même système colombien. On a regardé les résultats. Et par exemple, ici, ce graphe nous montre, c'est qu'en réalité, ça prend un travail de calibrage. Et quelle que soit l'approche qu'on utilise, ça prend un travail de calibrage pour pouvoir arriver à une solution stationnaire. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est le nombre de scénarios ou bien le nombre de points de données historiques dont on a besoin pour arriver à un certain calibrage, à une certaine stationnarité des résultats. Par exemple, ici, on regarde la quantité d'énergie éolienne qu'on utilise sur le réseau de planification en fonction de la quantité de données disponibles qu'on a ou bien en fonction de la quantité de données que notre système informatique est capable de traiter et voir comment, OK, et quelle est l'incidence sur le coût. Et puis, on peut faire des analyses pour voir des transferts d'énergie d'une ville à une autre, d'une région à une autre, etc. aussi. Et on fait ça pour voir, OK, quelle est l'influence des données sur ça. Donc, ce qui est quand même assez intuitif, plus on a de données, plus les résultats deviennent plus les résultats sont fiables, etc., etc. Et puis aussi, on peut regarder l'opération des différentes composantes du système et les panneaux solaires qu'on a. Et, OK. Et puis, on regarde aussi, par exemple, dépendamment de la méthode qu'on utilise, par exemple, ça, c'est les différentes méthodes. Okay. Est-ce qu'on veut prendre on ne veut pas prendre de risque, on va avec le système de base. Est-ce qu'on veut utiliser l'approche de P efficient ou bien est-ce qu'on est quelqu'un qui est très, très conservateur? Okay? Donc, on voit la conséquence des hypothèses sur l'utilisation du système, ce qui permet aux décideurs de pouvoir prendre une décision quand même assez éclairée. Donc, alors, ça, c'est la base théorique de l'outil. Donc, maintenant, concluons avec l'outil en tant que tel. L'outil, donc, c'est un outil qui est disponible, qui a été développé par mon étudiant avec l'aide de programmeurs. Et donc, un outil disponible pour les gens qui veulent faire des analyses pour des systèmes hydroélectriques avec des génératrices et aussi qui utilisent du carburant et puis qui veulent voir l'impact de l'introduction d'énergie éolienne des batteries dans leur système. Donc, et comme je l'ai dit, le système est assez flexible. On peut utiliser les différentes formulations. On est preneur de risque, on ne l'est pas, ou bien on veut voir c'est quoi les conséquences des différents risques de profil. Et ce système-là a été écrit en Python. C'est un système libre qui est disponible et qu'on peut utiliser sans restriction. Okay. Autre flexibilité, c'est que le système permet à l'utilisateur de définir quel type de système qu'il a. Est-ce qu'on travaille avec un système agrégé, par exemple? On peut agréger si on a un réseau qui est assez grand, assez difficile à analyser. On peut l'agréger, ou bien on peut agréger des régions. On peut agréger des régions, ou bien on peut aller avec les régions séparément parce qu'on veut des analyses un peu plus détaillées pour chaque région. Et aussi, on peut introduire, comme j'avais dit au début, des équations physiques concernant les caractéristiques physiques du système, les lois d'électricité, etc., etc. En termes d'exécution, donc on peut considérer des problèmes déterministes, c'est-à-dire qu'on considère des prévisions, une valeur, donc on se dit, OK, pour la prochaine heure, la vitesse du vent, ça va être une certaine valeur. Ou bien on peut utiliser la programmation stochastique, c'est-à-dire on a un ensemble de scénarios au lieu d'utiliser une seule prévision. Et puis, l'objectif, c'est-à-dire quand on fait le calcul des coûts, on peut aller avec des coûts standards ou bien aussi on offre la possibilité de faire des analyses concernant l'empreinte carbone. Est-ce qu'on veut pénaliser l'empreinte carbone du système? Donc, on regarde chaque unité d'électricité qu'on produit, on fait des calculs pour dire, OK, l'équivalent en tonnes de CO2 qu'on a, c'est ça, et puis on a un coût unitaire, et puis donc on évalue l'impact carbone dans le système, on le pénalise, donc on veut trouver une décision qui aussi tienne compte de l'impact carbone, et il y a plusieurs stratégies de modélisation de la demande d'électricité, et on peut introduire ou non de l'énergie renouvelable dans le système, et tout ce que ça prend les paramètres, et comme je l'avais dit, pour le solaire, on peut préciser quel type de panneau solaire on peut avoir de la biomasse et stockage d'électricité, etc. Donc, c'est un système avec 4 modules principalement. Dans le premier module,
on a les prévisions pour la demande et puis aussi pour les paramètres incertains. Et puis ensuite, on a un autre module où l'on fait la modélisation des composantes du système, les dynamiques, et puis aussi, puisque si on utilise des génératrices thermiques, donc il y a des coûts, les coûts de carburant, etc. Et si on veut utiliser des projections, on veut faire des prévisions aussi, c'est possible dans le système. Et puis finalement, il y a un module d'optimisation qui fait tout l'optimisation, qui fait le calcul. Okay? Pour pouvoir tester la fiabilité du système aussi, on a utilisé un logiciel commercial qui s'appelle PSR, qui est aussi basé sur l'algorithme de SDP. C'est un logiciel commercial. On a utilisé pour voir où est-ce qu'on se situait par rapport au logiciel commercial. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que ici, en réalité, les deux systèmes donnent des résultats quand même assez similaires, ce qui nous avait confirmé la fiabilité du travail qui a été réalisé. Ensuite, on a regardé aussi en termes de vitesse et temps de calcul, comment ça fonctionne, ou est-ce que on a besoin de faire plus de temps de calcul en fonction des options qu'on a utilisées pour la modélisation, pour la programmation, etc. Et aussi, on a comparé aussi avec le système commercial. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en réalité, on se situe assez bien en termes de vitesse. En termes de vitesse, on se positionne très, très bien et même de manière très, très compétitive par rapport au logiciel commercial, même si on reconnaît qu'il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites. Ensuite, on a aussi regardé, par exemple, parce que, comme je l'ai dit, il y a une composante d'optimisation. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle un solveur pour pouvoir résoudre les problèmes d'optimisation. On a regardé, par exemple, deux solveurs assez populaires, GoRuby et Super, qui sont des logiciels commerciaux, ainsi qu'un logiciel libre, GLPK, qui est disponible donc, sans frais. Donc, on a comparé et on voit qu'en réalité, donc, on peut utiliser le système open source en réalité avec GLPK. Et là, on obtient des résultats quand même qui se comparent très, très bien avec ceux qu'on obtient avec les logiciels commerciaux. La seule chose, c'est que, par exemple, ça, les gens qui travaillent avec GoRuby savent que GoRuby est quand même assez rapide, mais GLPK se compare assez bien avec un logiciel très populaire comme et puis, voilà, en termes de capacité du système, on peut faire des simulations, comme j'avais dit, analyser des transferts d'énergie entre systèmes, regarder des coûts marginaux, regarder les stratégies de programmation du déploiement des ressources éoliennes dans le système. On peut avoir des plans d'expansion, etc. On peut introduire plusieurs ressources renouvelables dans le système. On peut aussi faire des calculs concernant l'empreinte carbone du système. Et ça aussi, ça peut être amélioré, mais ça donne une idée plus ou moins si on veut savoir quelle est l'empreinte carbone du système. Alors, le tout est disponible, comme je l'ai dit, c'est un système open source. On espère que d'autres personnes pourront l'utiliser. Alors, les codes sont disponibles et puis, ce travail a été récompensé en Colombie par l'Association nationale des producteurs d'électricité et dans un cadre de concours. Et puis, aujourd'hui, il est utilisé par une compagnie privée en Colombie dont j'avais parlé au début. Donc, en réalité, en termes de travail, on peut améliorer certaines parties du système, notamment la modélisation de certaines composantes. Et puis, dans l'approche robuste, on pense que ça serait très prudent d'introduire plusieurs types d'ensemble incertain pour voir qu'est-ce que ça fait en termes de différence. Donc, offrir cette flexibilité-là et aussi regarder aussi la performance de SDDP. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans les dernières années pour améliorer ces algorithmes-là. Donc, on pense que ces travaux-là pourraient être introduits aussi pour améliorer le travail qui a été fait. Et puis, un gros travail à faire ici, c'est si on veut analyser des problèmes de déploiement, alors on considère dans ce qu'on a maintenant, c'est qu'on connaît le plan de déploiement, on regarde les conséquences. Mais ce qu'on pense faire dans le futur, c'est laisser ça et permettre que ça soit flexible. Donc, on a un ensemble de scénarios et puis permettre au système de choisir le meilleur scénario d'expansion dans le futur. Et puis,
on a du travail à faire concernant les fonctionnalités, l'interface graphique. Bon, ça pourrait être un peu plus fancy si on voulait. Et puis aussi, ce qu'on se donne comme tâche, c'est de regarder, parce que maintenant, c'est codé dans Python, et voir si on traduit les codes en Julia, parce que, bon, on dit que Julia est peut-être un peu plus rapide que Python. Traduire les codes en Julia pour voir qu'est-ce que ça ferait, donc donner la possibilité de travailler soit avec Python ou avec Julia. On ne sait pas ce que ça va faire comme différence. Bon, on espère que dans le futur, ça pourra être fait. Voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci encore aux gens qui ont assisté à cette présentation.